Eh ben, Jean-Christophe, je te passe la parole. D'abord, on aimerait une présentation. Tu nous dises avec quelles lunettes tu arrives ici, pourquoi c'est ton sujet aujourd'hui. Et puis, nous expliquer les grandes lignes de qu'est-ce qu'une biorégion, qu'est-ce que ça impliquerait pour le territoire. Et puis après ça, on posera des questions. Ok, merci Bertrand. Alors, je vais essayer d'être court parce que moi j'ai fait une bascule assez radicale. J'ai changé complètement de vie à partir de 2017, début 2017. On va dire même fin 2016 où j'ai commencé à me poser plein de questions dans la perspective des élections présidentielles de 2017. Et j'ai lancé un site début 2017 qui s'appelait 2017-2037, pardon, 20 ans pour tout changer. Et c'était un site qui explorait un petit peu les grands enjeux de notre époque, mais qui était encore bien séparés les uns des autres, en silos. Et l'idée, c'était de voir comment, après une fulgurante accélération entre 1997 et 2017, comment entre 2017 et 2037, ça pouvait encore changer, à la fois sur la relation entre les humains et le transhumanisme, également la place de l'IA, de la robotique, la place de l'Europe, la place de la ville, et évidemment déjà la biodiversité, le climat. Et voilà, il y avait 8 ou 9 sujets, je ne sais plus. Et puis en 2017, même si j'ai jamais été fan des grandes résolutions, j'ai commencé début 2017 à adopter plein de petits gestes, tous ces fameux petits gestes que l'on évoque souvent. J'ai commencé par réduire le temps passé sous la douche, à bannir le plastique de ma vie, à décider de ne plus jamais prendre l'avion, jusqu'à devenir vegan, antispéciste, et à me découvrir sur le tard anarchiste et biorégionaliste quand j'ai découvert la biorégion. Voilà, donc ça s'est fait en un temps très très court, notamment pour mes proches. Alors j'en parle dans d'autres podcasts, donc pour celles et ceux qui sont intéressés, on pourra en discuter. Mais voilà, ça n'a pas eu forcément que des impacts positifs sur mes proches, puisque ça a mis fin aussi à l'histoire d'amour que j'avais avec mon épouse à l'époque, au bout de 20 ans de vie commune, que pendant 4 ans, j'ai tenu un discours particulièrement anxiogène pour mon frangin, ma sœur, mes enfants, mon épouse, enfin parce que voilà, quand on a l'impression de comprendre la catastrophe actuelle et l'envergure de cette catastrophe et que l'on voit que son petit monde ne bouge pas ou y est assez peu sensible finalement, alors qu'on a envie de les secouer et de leur dire bah là voilà, il se passe quelque chose, forcément c'est un peu compliqué. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé un deuxième site en me disant en 2019 voilà, j'essaye de lâcher prise, ça n'a pas forcément fonctionné, mais j'ai créé un deuxième site qui s'appelait Effondrement et Renaissance pour évoquer l'effondrement, après avoir lu Comment tout peut s'effondrer de Raphaël Stevens et Pablo Servigne. Et puis finalement en 2020, je cofonde l'Archipel du Vivant, qui est cette ONG que je porte avec d'autres personnes aujourd'hui et qui a pour vocation justement de promouvoir cette utopie biorégionale, d'en faire une réalité concrète. Donc créer une société au service du vivant, libérée des rapports de domination et réellement démocratique, avec le MOOC dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi une formation pour celles et ceux qui seraient intéressés après le MOOC ou qui préféreraient la vivre en présentiel. On aura l'occasion de le faire à l'école des vivants, créée par Alain Damasio. Donc ça, c'est vraiment juste extraordinaire pour moi. Entre le 20 avril prochain, que je ne dise pas de bêtises, non, le 14 avril et le 20 avril 2025. Et donc, on a un site web aussi, archipelduvivant.org, qui est un portail qui montre à voir un petit peu ce qu'est aujourd'hui déjà le monde alternatif, tout en permettant de mieux comprendre les enjeux. Voilà, donc moi j'ai fait vraiment cette bascule. Pour finir, mon voisin de droite qui s'est absenté parlait de Tiny. Donc je vis une semaine sur 2 dans une tiny house au Bois du Barde, près de Mélonec, et une semaine sur 2 à Strasbourg, où j'ai encore l'un de mes 2 fils. Donc je fais tout le temps le grand écart entre l'urbain, le métropolitain, que je dénonce, dont je dénonce les impacts délétères aujourd'hui, et un écolieu dans le monde alternatif rural en Creuse-Braise. Super. Alors, je n'ai pas parlé de biorégion, mais... Donc, dis-nous, explique-nous le concept de biorégion, d'où ça vient rapidement, parce que l'historique, ça peut être assez long. Après, j'invite tous celles et ceux qui ne l'ont pas fait encore de suivre le MOOC ou de venir chez Damasio, parce que ça peut être long. Mais en tout cas, la biorégion, déjà, le mot, il est assez clair, selon moi. Biorégion, c'est une région de vie.
c'est une région qui porte la vie, c'est une région qui est centrée sur le vivant, que ce territoire héberge, sur les formes de vie qui habitent ce territoire et qui, contrairement à ce que tu as utilisé comme terme tout à l'heure, n'a pas de frontières. Donc on parle plutôt de délimitation, ça peut être perméable aussi entre deux biorégions. Voilà, c'est Kirkpatrick Sale qui parlait d'une région gouvernée par la nature. Moi, j'ai envie de dire un territoire qui épouse les contours du vivant, quelque part. Mais il se trouve que sur ce territoire, il y a forcément des humains. Donc d'un côté, c'est vraiment une région caractérisée par une harmonie biologique, écosystémique, topographique, géographique, hydrographique, climatique. Mais de l'autre, c'est un projet de société. En fait, c'est quelque part comment on refait société. C'est un projet politique, écologique, éco-anarchiste, qui est censé aussi faire sécession avec l'État-nation. Donc ça, on pourra en reparler. Donc c'est assez costaud. Et ça nous vient des États-Unis, du Canada, donc de l'Amérique du Nord dans les années 70. Voilà, pour faire court. Tu as pris plein d'entrées, alors je ne sais pas par laquelle on commence. Moi, tu as parlé de faire sécession. Est-ce qu'on rentre direct qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce projet-là en fait? Qu'est-ce qui fait des structures d'organisation d'un territoire actuel en fait? Est-ce qu'il y a un postulat de dire ces structures-là sont obsolètes et il faut en créer d'autres, ou est-ce qu'il ne faut pas créer de structure? Est-ce que tu peux développer peut-être sur Ouais, alors peut-être que c'est en repartant aussi des enjeux que nous mettons en avant dans le MOOC, qui sont les 5 grands enjeux que nous avons identifiés comme les enjeux majeurs de notre époque. Un, et c'est pas pour rien que notre ONG s'appelle l'Archipel du Vivant, c'est l'extermination du vivant. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé dans la prise de conscience de la situation actuelle, bien avant le réchauffement climatique, qui n'est pour moi qu'un symptôme, qu'une conséquence. C'est le fait que l'ensemble, la quasi-totalité des activités humaines contribuent à exterminer le vivant sur Terre aujourd'hui. Le deuxième enjeu, c'est l'effondrement, alors au singulier, au pluriel, comme vous le souhaitez. On pourra en discuter parce que ça, c'est de grands débats aussi, mais l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. En 3, ce sont ces rapports de domination, ces oppressions systémiques qui sont absolument délétères, du patriarcat au sexisme, en passant par évidemment tout ce qui a trait également justement au spécisme. Et puis en 4, la place de la ville. Aujourd'hui, l'urbain, le métropolitain, comment la Terre se métropolise et comment on assiste à une urbanisation du monde. Et puis en 5, l'absence totale de réelle démocratie, à part dans quelques enclaves dont on pourra reparler. J'en viens à oublier ta question, c'est pas grave. Je vais aller un peu vite dans le vif du sujet. C'était sur ton point 5, oui, non, si, non, mais par rapport à l'État, qu'en fait, pour moi déjà, la biorégion, enfin, c'est pas moi qui l'ai imaginé ce concept, mais il est éco-anarchiste et donc qui dit anarchie, qui dit ni Dieu ni maître, dit autogouvernement, autogestion, autodétermination. À un moment donné, c'est antinomique, c'est complètement incompatible avec l'État-nation puisque on part plutôt de la base. C'est intéressant parce que les 2 des personnes qui ont été les premiers biorégionalistes, avant même qu'on parle de biorégion, c'est Peter Berg et Jody Goldhaft, sa compagne. Ils étaient présents au premier sommet de la Terre à Stockholm en 72 et ils en sont revenus écœurés. Ils y sont allés pour présenter un petit peu ce qu'ils observaient, le phénomène de réhabitation, le fait d'habiter la Terre autrement, de la réhabiter, parce qu'ils ont observé à la fin des années 60 qu'un certain nombre de personnes vivant à San Francisco quittaient la grande ville pour s'installer en milieu rural et habiter différemment la Terre, c'est-à-dire habiter la Terre en respectant le vivant, en se reconnectant au vivant. Ils ont porté ce discours au sommet de la Terre et ils se sont rendus compte que finalement ça avait très peu d'écho et que de toute façon lorsque tous ces puissants sont autour de la table et sont les représentants du système dominant actuel, il ne se passe rien et que ces grandes messes, c'était l'une des toutes premières, avant les COP, avant tout ce qu'on a pu voir, et aujourd'hui on peut que confirmer ce qu'ils avaient pressenti, c'est que ces événements ne changent rien. Et ils sont revenus en disant ça ne peut venir que de la base, ça viendra des personnes qui habitent les territoires, qui pourraient se réapproprier leur territoire dans un modèle de démocratie directe qui n'existe pas à l'échelle de nos grandes démocraties, entre guillemets,
puisque la plupart des grands pays qui se prétendent être des grandes démocraties sont finalement de grandes républiques. Le mot démocratie, au moment des révolutions américaines et françaises, était tabou. Parce que la démocratie, c'était le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et évidemment, les élites ne voulaient absolument pas en entendre parler. Donc le mot démocratie s'est introduit par la suite lorsqu'un président, enfin un candidat à l'élection présidentielle en a fait un atout et a gagné l'élection présidentielle au début du 19e siècle. Mais le mot démocratie, à l'origine, n'était absolument pas et ne faisait absolument pas partie du champ lexical des révolutions qui ont donné ces grandes républiques qui aujourd'hui se prétendent être de grandes démocraties. Et moi je dis souvent, la démocratie représentative n'est ni représentative ni démocratique. Ça on pourra en reparler aussi. Donc c'est fort du constat, tu parles du sommet de Rio, donc c'est à ce moment-là qui... Non, Stockholm. Stockholm, pardon. Stockholm, en 72. 72, donc Stockholm où c'est par ce constat qu'on n'arrivera pas à changer le système. Donc c'est l'angle éco-anarchiste est une conséquence de ce constat-là, ou est-ce que c'était... Non, ils étaient déjà éco-anarchistes, eux. Simplement, ils ont pressenti que ces grandes messes internationales n'auraient que très peu d'impact, parce qu'il y a trop d'enjeux. Moi, je dis souvent que ce système, en fait, n'a pas été créé pour, quelque part, préserver le vivant sur Terre, et encore moins pour se soucier des inégalités sociales. Il les crée. Et il carbure à la destruction du vivant et des écosystèmes. Donc à un moment donné, moi j'attends rien de ce système. Moi j'ai été assez rapidement convaincu d'une chose aussi, en parallèle de l'extermination du vivant qui était plus importante à mes yeux que le réchauffement climatique, c'est qu'on ne pouvait pas changer le système, mais qu'il nous fallait changer deux systèmes. En fait, c'est-à-dire réinventer un système radicalement différent du système actuel, thermo-industriel, capitaliste, on pourrait mettre tous les adjectifs qui vont bien derrière. Ce système est destructeur, ce système est écocidaire, mortifère, délétère, et ce système ne changera pas. Est-ce qu'on a besoin de rester sur le constat sur ce système? Est-ce que... Après la biorégion, peut-être que, enfin je sais pas, parce que là, tout le monde n'a pas fait le MOOC, tout le monde ne connaît pas encore. On parle beaucoup de biorégion, mais il y a plusieurs écoles. Donc peut-être que ça peut être intéressant aussi de rappeler ça. En fait, le concept même, moi-même, je l'ai connu sous un angle, on va dire, paradoxalement opposé à celui que je prône aujourd'hui. En fait, il y a donc cette école nord-américaine, qui est le biorégionalisme originel, qui, à côté d'être éco-anarchiste, est aussi très proche de tous ces mouvements qui sont nés dans les années 70, de l'écologie profonde à l'écoféminisme, en passant par l'écologie décoloniale, l'antispécisme, le municipalisme libertaire. Enfin, c'est incroyable la décennie 70, ça aussi, hein, si vous êtes intéressé. Moi, je suis né en 75, hein. C'est dire à quel point cette décennie était fantastique. Et le biorégionalisme est né en 75. Mais en tout cas, on avait tout compris. On avait toutes les clés par rapport à ces enjeux. Et après, on a accéléré dans la mauvaise direction. Et donc, le biorégionalisme nord-américain, il était éco-anarchiste. Après, il y a des Italiens qui se sont emparés du biorégionalisme, notamment Giuseppe Moretti, et qui s'inscrivaient dans la même ligne que les Nord-Américains que j'ai pu citer tout à l'heure. On pourrait citer aussi Kirkpatrick Sale, Raymond Dasman qui a écrit le texte fondateur du biorégionalisme avec Peter Berg qui s'appelle Re-inhabiting California, donc réhabiter la Californie. Et puis il y a un autre courant en Italie qui est né avec Alberto Maniaghi, qui est un territorialiste, urbaniste, architecte. Et il se trouve notamment en France que le premier livre à avoir été traduit en français est un livre écrit par Alberto Maniaghi sur la biorégion urbaine. Le livre s'appelle La biorégion urbaine, ce qui, à mon sens, est un non-sens absolu, puisque la biorégion urbaine, on associe le vivant à ce qui détruit le vivant. Bon. Et donc, à un moment donné, l'Institut Momentum, notamment, et c'est comme ça que j'ai connu, moi, le concept de biorégion, a travaillé pour un think tank de la SNCF sur le Grand Paris en 2050. Donc moi, j'ai lu le rapport, il y a un bouquin qui est sorti derrière, et ils ont imaginé comment le Grand Paris pouvait être découpé, je crois, en 6 ou 7 biorégions, avec dans chacune de ces biorégions un bout de Paris au milieu, et comment ça pouvait jouer de manière évidemment bien différente d'aujourd'hui, avec 2 fois moins de population, le nombre de voitures divisé par
par 50, je crois, à partir du moment où on déciderait aujourd'hui de s'orienter vers une telle issue. Mais en tout cas, là aussi, on est sur une biorégion compatible avec l'urbain et qui ne remet pas nécessairement en question l'État. Voilà. Donc, ces deux approches de la biorégion sont pour moi contraires à l'essence même du biorégionalisme, qui est co-anarchiste, et encore une fois, pour faire sécession avec l'État-nation, qui est un peu l'objectif final d'une biorégion, c'est l'autodétermination, c'est le fait que les personnes qui habitent un territoire, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, voilà, c'est que d'un côté, donc, c'est cette harmonie écosystémique biologique, mais de l'autre, c'est ce projet politique. Et donc ce projet politique, ça passe par les humains. C'est-à-dire qu'évidemment, un loup, un cerf, un moustique, il passe d'un territoire à l'autre, il ne s'en rend pas forcément compte. À un moment donné, c'est la communauté humaine qui va décider de délimiter le territoire sur lequel elle habite. Simplement que dans le cadre de la biorégion, elle va essayer de le faire en respectant évidemment cette harmonie. Quand je t'entends parler de l'origine, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait les gens en 75 jusqu'en 2000 et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi est-ce qu'ils ont réussi à faire des choses à cette époque-là? Et puis maintenant, est-ce qu'on a des expériences probantes pour agir sur les 5 enjeux que tu citais tout à l'heure? Ou est-ce que ça marche sur 1 ou 2 enjeux, mais on a du mal à traiter les 5 en même temps? Alors, qu'est-ce qu'ont fait les gens à l'échelle mondiale? Oui, alors, en fait, c'est parti donc de ce phénomène de réhabilitation, encore une fois, ce mouvement né à San Francisco fin des années 60. Après, ils n'ont pas pour autant créé une biorégion. La seule et unique véritable biorégion qui existe aujourd'hui, même si elle n'est pas reconnue officiellement, est immense, géographiquement parlant, puisque c'est la biorégion de Cascadia, qui s'étend de la Colombie-Britannique au sud-ouest du Canada jusqu'à la Californie. Donc c'est une immense région qui a pour caractéristique les cascades, en fait. Donc il s'appelle Cascadia, mais qui n'est pas aujourd'hui une biorégion officiellement reconnue. Et puis au milieu, il y a d'immenses métropoles. Simplement, c'est la seule et unique biorégion existante avec... Ils produisent une bière qui s'appelle bière de Cascadia. Ils ont un drapeau, ils ont un hymne, ils ont une équipe de foot. Enfin voilà, il y a comme ça quelque chose qui est assez intéressant au niveau culturel. Maintenant, voilà, on est très très loin encore une fois ils n'ont pas fait sécession. Ils sont loin même de le souhaiter peut-être, et en tout cas d'en avoir la possibilité aujourd'hui. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est joué à ce niveau-là. Après, nous, nos inspirations aujourd'hui, parce que je ne connais pas du tout tout ce qui se passe dans le monde, évidemment, même si on en entend de plus en plus parler du concept et de velléité à aller dans ce sens-là. Nos deux inspirations les plus fortes, mais qui ne sont pas pour autant des biorégions présentées comme telles, c'est le Rojava et c'est le Chiapas Zapatiste. Donc le Rojava, pour celles et ceux qui connaissent, c'est le territoire kurde au nord-est de la Syrie, qui à un moment donné, en 2014, après que les soldats et soldates kurdes, qui ont eu un rôle essentiel, les femmes dans l'armée kurde, ont mis dehors Daesh, de ces différentes enclaves, ont proposé un projet de société radicalement différent. Alors il faut savoir que précédemment, en fait, c'est Abdullah Öcalan, le leader historique du PKK kurde, qui avait échangé avec Murray Bookchin sur le municipalisme libertaire et qui s'est inspiré du municipalisme libertaire pour proposer sur les 3-4 cantons, il y en a 3, du nord-est donc, de la Syrie, d'appeler ce territoire le Rojava et de trouver une forme d'harmonie avec les différentes ethnies qui habitent ce territoire. Donc, les Kurdes étaient plutôt minoritaires. Et il y a des personnes d'origine turkmène, différentes ethnies. Et aujourd'hui, il y a une égalité femmes-hommes dans toutes les assemblées et tous les conseils de gouvernement aux différents échelons. Au niveau éducatif, il y a une égalité aussi, et au niveau des assemblées, les langues sont à niveau égal, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs langues qui sont parlées dans ces assemblées et les manuels scolaires sont traduits dans plusieurs langues. Ils ont leur propre système éducatif, leur propre système donc politique, leur propre système également judiciaire. Et ce qui est encore
plus fort, c'est ce qui se passe au Chiapas aujourd'hui. Donc le Chiapas zapatiste, la partie zapatiste du Chiapas. Là, c'est en 1994 qu'il y a eu une espèce de mouvement de force, de groupe de l'ELZN, qui est le groupement, on va dire, zapatiste, de révolution zapatiste. Alors Zapata, c'était un révolutionnaire mexicain au début du XXe siècle, et qui se sont associés avec les indigènes paysans, qui se voyaient menacés par un accord d'échange commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et donc, en 1994, un certain nombre de personnes ont pris possession de mairies et d'autres sites pour montrer un petit peu leurs bras et les armes qu'ils avaient et montrer à quel point ils n'étaient pas d'accord avec la mise en place de cet accord. Il y a des accords de San Andrés qui devaient être signés, qui devaient reconnaître l'autonomie de cette partie du Chiapas. Et finalement, l'État mexicain n'ayant pas respecté ces accords, à partir de 2003, le Chiapas zapatiste a mis en place un système également de démocratie directe avec des communautés, des communes et les caracoles, les zones. Et donc, on a comme ça un système de démocratie directe également hyper intéressant. Alors, au Chiapas, ils ont à la fois... Non. Je sais pas, peut-être. Non, là, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Là, c'était pour la blague sur Cascadia. Au Chiapas, en fait, à chaque fois, à chaque échelon, mais c'est pas du tout pyramidal et vertical descendant comme on peut l'entendre. Au niveau communauté, c'est les petits villages. Il y a une assemblée et là, n'importe qui peut venir à l'assemblée. Et il y a un conseil de personnes désignées. Je reviendrai sur cette idée de désignation. Au niveau de la commune, qui représente plusieurs dizaines de petits villages, donc plusieurs dizaines de communautés. Là aussi, il y a une assemblée et un conseil. Et au niveau de la zone, qui rassemble entre 3 et 7 communes, on a le conseil de bon gouvernement et l'assemblée de zone. Et en fait, les personnes qui sont désignées au Chiapas, quel que soit le niveau, sont des personnes qui ont un mandat très court, de 2 ans maximum, non rémunérés, non reconductibles, révocables. C'est-à-dire que c'est des mandats qui sont sur une mission bien donnée, un mandat impératif, révocable. Et il n'y a pas de séparation entre les personnes qui sont élues, les gouvernants et les gouvernés. C'est-à-dire que les gouvernants restent pendant les 2 ans 2 semaines sur 4, je crois, ils sont dans leurs assemblées ou dans leurs conseils, et 2 semaines sur 4, ils sont à travailler la terre ou à exercer le métier qu'ils exercent. Et quand ils sont en exercice, il y a d'autres personnes qui le font à leur place. Voilà. Donc il y a quelque chose de très très fort de ce côté-là. Il y a une non-spécialisation aussi des personnes. Il y a une grande humilité, c'est-à-dire que les personnes du Chiapas sont totalement conscientes qu'elles ont encore énormément à apprendre. Elles se remettent tout le temps en question. Et quand des décisions doivent être prises et qu'elles concernent justement l'échelon le plus petit, on va dire, celui de la communauté, il y a le principe de la subsidiarité. C'est-à-dire qu'elles sont souveraines pour tout ce qui dépend de leur périmètre. Dès que ce sont des questions qui relèvent d'échanges entre différentes communautés ou entre différentes communes à l'échelle d'une zone, là, il y a des personnes déléguées qui vont échanger entre elles et qui vont à chaque fois reprendre le pouls de la population dans chacune des communautés avant qu'une décision soit prise à l'échelon supérieur. Et encore une fois, ce n'est pas supérieur en termes de hiérarchie. Donc ça déconstruit beaucoup tout ce qu'on peut avoir en tête par rapport à un État vertical, des institutions qui sont pyramidales, tout ce qu'on connaît chez nous. Sur cet exemple-là, ça cohabite avec une autre organisation territoriale, d'autres structures de représentation, ou est-ce que ça a remplacé Ça n'a pas remplacé. Ils ne souhaitent pas l'indépendance. Le Chiapas, c'est un statut d'autonomie. Ça a été très compliqué. Alors, ça existe donc depuis 1994. Ça a été un mouvement pour montrer à la face du monde qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. 2003, c'est vraiment la création de ces zones et de ce que je viens de présenter. Donc, ça fait quand même maintenant un petit moment que cette utopie existe, mais
ça fait des années et des années que régulièrement, soit l'armée mexicaine, soit des mercenaires engagés par l'armée essayent de mettre à mal les paysans indigènes. Il y a aussi eu des stratégies du gouvernement mexicain pour vendre des terres ou pour mettre à disposition gratuitement des terres aux indigènes du Chiapas zapatiste pour leur donner envie de quitter leur engagement pour ce Chiapas zapatiste. Donc il y a plusieurs tentatives, mais qui aujourd'hui n'ont pas réussi à mettre à mal cette belle utopie, encore une fois, qui cohabite, mais de la même manière que le Rojava cohabite avec le régime de Bachar el-Assad. En fait, le Rojava n'est pas indépendant. Et il se pourrait très bien que demain... Et chaque jour, on ne sait pas trop comment ces deux utopies vont évoluer, parce que le Rojava, il y a la Turquie qui veut de toute façon, Erdogan, faire disparaître le peuple kurde, et qui a déjà récupéré, je crois, l'un des 3 cantons originaires du Rojava. Et puis au niveau, on va dire, de l'État-nation syrien, là aussi, pour l'instant, ça coexiste. Pour essayer de faire atterrir ça un peu plus près de chez nous, est-ce que moi, comme ça me donne l'impression qu'il faut une forme d'organisation déjà de contre-pouvoir existant sur le territoire. Par où ça commence? Est-ce que ici, ce soir, on se dit c'est parti pour la biorégion, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, on verra tout à l'heure, hein, mais par quel bout on peut commencer cette histoire? Oui, alors il y a plein de... Et c'est très compliqué de répondre à ça, parce que moi j'ai plein d'idées. On en partage beaucoup d'ailleurs dans le MOOC qu'on a pu citer. On a travaillé, nous, avec, à un moment donné, le mouvement du post-urbain initié par Guillaume Faburel. On avait co-organisé l'Archipel Vivant et le mouvement du post-urbain 2 séminaires sur la biorégion auxquels ont été associés un certain nombre d'associations. Et on a travaillé concrètement sur comment on la met en place. Donc on est sorti à un espèce de méga mind map que l'on a enrichi encore suite aux 2 premières sessions du MOOC et que l'on va continuer à enrichir avec énormément de stratégies. Moi, j'ai envie de dire que déjà, sur un territoire, quel que soit le territoire, et après, il faudrait savoir c'est quoi le territoire d'une biorégion, bien sûr, et comment on le délimite, c'est quels sont nos besoins, en fait. Quels sont nos besoins, quelles sont les habitudes peut-être qu'il faut déconstruire, quels sont les besoins auxquels on va devoir faire face, quoi qu'il arrive, de toute façon, et qui sont généralement pas réellement pris en compte par les institutions actuelles. Comment faire résilience, comment faire autonomie par rapport à ces risques d'effondrement, à ces risques systémiques. Et puis, quels sont les atouts, quelles sont les faiblesses d'un territoire? On ne les connaît pas forcément. Quels sont les risques qui sont déjà appréhendés par les institutions? Et là, je ne sais pas si vous connaissez le plan de communal de sauvegarde ou le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs. Ça, c'est des documents que la population généralement ignore, mais dans chaque commune, il doit y avoir un DICRIM et un PCS. Le PCS, c'est généralement plutôt entre les élus, pour savoir qu'est-ce qu'on fait en cas d'inondation, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une canicule, qu'est-ce qu'on fait dans tel ou tel cas de figure. Mais généralement, les risques systémiques liés à l'effondrement de notre civilisation sont absolument pas couverts, évidemment, ce serait trop beau. Et le DICRIM, c'est le document que l'on communique à la population. Mais généralement, je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a déjà lu le DICRIM de sa commune, et à mon avis, il n'existe pas. Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça, et comment demain, si on devait évoluer à l'échelle de son territoire, quelle en serait l'autonomie alimentaire, hydrique, énergétique, sanitaire, sociale, économique, financière. Enfin, c'est l'ensemble de ces champs qu'il faudrait envisager. Je peux donner un exemple que je trouve important, c'est sur l'habitat. Si demain on est, quand je dis si, c'est quand on sera confronté à des migrations importantes, qu'elles soient climatiques, politiques, et qu'elles soient même urbaines et métropolitaines, puisque je suis persuadé que les villes et les métropoles vont devenir inhabitables dans les prochaines années pour plein de raisons et pas uniquement climatiques. Et donc, comment on fait pour accueillir ces personnes qui arrivent? Donc, si on ne sait même pas quelles sont les capacités d'hébergement sur son territoire, et ça passe par évidemment tous les lits disponibles dans les hôtels, dans les gîtes, dans les auberges, dans les campings, chez l'habitant, quels sont les logements qui sont inoccupés aujourd'hui, vacants. Voilà, donc c'est ce genre de questions que l'on pourrait se poser. Évidemment, et de la même manière, est-ce que l'eau, quel est le contrôle que l'on a sur l'eau aujourd'hui, de qui elle dépend, dans quel état elle est, au niveau alimentaire, est-ce que ce qui est produit localement, et on le sait, généralement, les communes françaises, en moyenne, ont 2% d'autonomie alimentaire. Donc, c'est-à-dire que ce qui est
produit localement s'en va loin. Et ce qui est consommé localement vient de loin. Donc, est-ce qu'on peut relocaliser tout ça ? Ce qui est intéressant, c'est le syndicat de la montagne limousine, où ils ont 6 principes de base. Ils ont énuméré comme ça ce qu'ils devraient faire, enfin ce qu'ils commencent à faire à l'échelle de la montagne limousine pour justement être un peu plus autonome. Et il y a la relocalisation des besoins de base. Quelles sont les infrastructures existantes et quelles sont celles qui restent à créer sur le territoire. Comment on répond aux besoins énergétiques, alimentaires, hydriques. Et ils ont même un droit d'asile local qui empêche l'expulsion d'un migrant sur la montagne limousine, le plateau de Minivache. Donc voilà, il y a 1 milliard de questions qu'on peut se poser et que pour l'instant on ne se pose pas trop. On imagine toujours que les institutions locales, que ce soit les mairies, les Comcom, les départements, les régions, s'en soucient, l'État encore moins. Et très souvent, même l'État peut penser que ça relève des communes. Enfin, c'est comment il s'appelle une personne Stéphane Linou, qui avait travaillé sur la résilience alimentaire et qui avait interrogé à la fois des gendarmes, des militaires, des personnes haut placées à l'État, des personnes dans les communes, et qui s'étaient rendu compte que finalement la résilience, absolument personne ne s'en préoccupait, notamment alimentaire. Lui, c'est sa spécialité et sa clé d'entrée, c'est la résilience alimentaire. Mais c'est la même chose au niveau énergétique, c'est la même chose au niveau hydrique, enfin voilà. Donc demain, dans une perspective de descente énergétique et matérielle, à un moment donné, on va nécessairement faire avec beaucoup moins sur des territoires beaucoup plus courts, beaucoup plus petits. C'est pour ça que la biorégion répond aussi particulièrement bien à ces enjeux. C'est ce qu'on essaye de démontrer à l'archipel du vivant et dans le cas du MOOC, c'est qu'à un moment donné, par rapport au vivant, quand on est obligé de dépendre de son territoire et qu'on n'a plus les flux de la mondialisation qui approvisionnent ce territoire, nécessairement on va se soucier un peu plus de la bonne santé des sols, de la bonne santé, de la qualité de l'eau que l'on va boire, de l'air que l'on respire, et on va essayer de composer à nouveau avec le vivant. Au niveau de l'effondrement, on va essayer d'être autonome, autosubsistant et d'être beaucoup plus résilient sur l'ensemble des champs que j'ai pu présenter, et c'est valable également pour les autres enjeux. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de questionner notre rapport à l'infinité et notre rapport à l'abondance. Donc aujourd'hui, l'entièreté des ressources qu'on consomme semble abondante. Par exemple, quand j'ouvre le robinet, l'eau va couler de manière indéfinie. Toute l'électricité qui arrive par les fils semble infinie. Ok, on a un rapport de facture à notre consommation. Mais quand je prends un produit dans le rayon d'un magasin, demain, je reviens, il y aura le même produit au même endroit. Donc on a aucune corrélation entre notre geste de consommation et les ressources effectivement disponibles sur un territoire. Chose qui a été très différente quand le transport n'était pas gratuit comme aujourd'hui, et j'insiste sur le mot gratuit parce que même si on payait 10 € le litre de gasoil, ça serait gratuit par rapport au service rendu. Quand on construisait une maison en pierre et qu'il nous fallait 2 bœufs pour porter un maximum de 1 mètre cube de pierre, ce qui représentait déjà 2 tonnes, 2 tonnes 5, pour aller faire 2 mètres carrés de maçonnerie dans notre maison, on avait vraiment une sensation et un rapport à la matière et à la provenance qui était complètement différente d'aujourd'hui. Et donc re-questionner ça en se disant dans quelle mesure ça vient de ce qui est, donc partir de ce qu'on a, plutôt que de partir de ce qu'on n'a pas ou de ce qui semble infini mais qui n'est pas du tout à l'image de ce que notre territoire peut produire. Je pense que ça nous amène déjà beaucoup d'éléments de réflexion. En tout cas pour relativiser le doux rêve dans lequel on est, qui n'est absolument pas connecté à la réalité, puisque cette abondance tient comme un château de cartes en fait. Oui, merci. C'est tout à fait juste. Et alors moi je prends un exemple qui m'avait marqué en 2019, à l'été 2019. Il y avait une dizaine de communes en Corrèze qui avaient été alimentées, approvisionnées par camions-citernes en eau. D'accord ? 3 ans plus tard, en 2022, c'était une centaine sur l'ensemble du territoire français qui étaient en stress hydrique, où il n'y avait plus d'eau qui coulait au robinet. Donc évidemment, même si tu le dis très justement, pour l'instant ça coule, il y a quand même eu des périodes où ça coulait beaucoup moins. Tout ce qui relève aussi du blackout électrique, c'est des coupures d'électricité. On le voit quand il y a une méga inondation, quand il y a des dégâts aujourd'hui météorologiques qui peuvent avoir évidemment, qui s'aggravent avec le réchauffement climatique. Mais ce sont des risques réels. Si demain il y a un blackout électrique,
Et New York en a connu pendant quelques heures. Il y a quelques étés, il y avait un blackout électrique qui avait touché à la fois le Brésil, l'Argentine et un certain nombre de pays sud-américains. Tout s'arrête en fait. Moi, je vous encourage à lire un livre que j'ai lu, assez passionnant et assez flippant aussi, hein, édité fin des années 2010 par un Allemand, ça va me revenir le nom, qui s'appelle Blackout, Ellsberg, je crois qu'il s'appelle, Mark Ellsberg. Ouais. Et ce bouquin, Blackout, raconte que, tout simplement, quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau au robinet, il n'y a plus d'essence à la pompe, on ne peut plus payer avec sa carte, puisque forcément aucun TPE ne marche, on ne peut plus retirer d'argent au distributeur, ce qui est encore plus navrant et voire très très chaud au niveau vivant, surtout quand on est comme moi antispéciste, c'est que on a les vaches qui sont surexploitées, dont les pies peuvent exploser parce qu'on ne sait pas comment arrêter le truc et que le lait continue de il y a tout ce qui au niveau alimentaire est conservé dans les frigos et dans les congélateurs qui rapidement les hôpitaux qui s'arrêtent de fonctionner, et j'en passe. Donc c'est terrifiant. Et ça, il n'y a rien n'est fait. Donc dans la démarche de biorégion et de réappropriation de son territoire, c'est aussi d'anticiper l'ensemble de ces risques. Et de la même manière que les enfants, et vous l'avez sans doute toutes et tous fait, il y avait l'alarme incendie qui sonnait 1 ou 2 fois par an à l'époque. Aujourd'hui, quelquefois, c'est pour se prémunir d'un potentiel attentat terroriste, quand même beaucoup plus glauque. Mais bon, en tout cas, voilà, on prévoit, on répète des gestes. Si on répétait des gestes grandeur nature, moi c'est l'un de mes fantasmes, hein, sur un territoire donné en se disant voilà, qu'est-ce qui se passe là, aujourd'hui, on simule un problème dans la centrale nucléaire d'à côté. Alors, en Bretagne, il n'y en a pas, mais on sera quand même touché si ça pète quelque part en France. Qu'est-ce qui se passe là si il y a une migration massive et il y a 10 000 personnes qui arrivent à Pontivy? Qui les accueille, où on les met, qu'est-ce qu'on en fait? S'ils arrivent déjà, mais s'ils arrivent menaçants avec des armes, comment on négocie? Est-ce qu'on négocie? Enfin, on ne va pas mettre des miradors partout et ce n'est pas du tout l'objet de la biorégion. D'ailleurs, la biorégion, contrairement à certaines velléités aussi identitaires et de repli sur soi, la biorégion, elle est accueillante, elle est ouverte sur le monde, elle est pluriethnique, elle est tout ce que vous voulez, elle est antiraciste, antinationaliste, anti-étatique. C'est super important de le dire aussi parce qu'il y a des possibles récupérations par le RN et par d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans tous ces cas de figure en fait? Et pour l'instant, rien n'est prévu. Donc à l'échelle, avant même de créer une biorégion, c'est se poser toutes ces questions. C'est un audit, c'est un diagnostic de son territoire sur les points forts, les faiblesses, et on pourra en parler. Quels sont les alliés, quels sont les ennemis, si tant est qu'on parle d'ennemis et d'alliés aussi, ou quelles sont les personnes avec qui on peut composer dans un premier temps et quelles sont les personnes à embarquer dans un second. Il y a ces questions qui peuvent se poser aussi, quoi. Ouais, on reviendra parce que ça a été formulé en tour d'intro, là, cette question de la coopération. Peut-être juste avant, on a commencé à parler moi, il y a toujours cette question de l'échelle. Quand tu dis donc, se mettre dans un scénario, pas plus d'électricité, plus d'eau. Je crois que c'est Hélène, tout à l'heure tu parlais de biovillage. Donc est-ce que tu peux commencer à nous décrire, est-ce qu'il y a une échelle, est-ce qu'il y a une échelle type ou pas du tout? Est-ce que quand biorégion on entend région, est-ce que l'échelle de la région telle qu'elle est découpée aujourd'hui, Oui, il n'y a jamais eu d'échelle en fait. Alors c'est pour ça que je parlais de Cascadia qui, à mon avis, de toute façon bien trop grand, clairement, et à cheval sur 2 États, avec encore une fois des États canadiens et américains qui sont eux-mêmes immenses. Enfin bon. Il n'y a jamais eu d'échelle. Le seul à s'y être un peu frotté, c'est Kirkpatrick Sale dans L'Art d'habiter la Terre, Dwellers in the Land dans le titre original, qui est l'un des premiers livres aussi à avoir été traduit en français, et qui est passionnant, qui est l'un vraiment des bouquins fondateurs aussi du biojournalisme, qui lui parle de biorégion, de morphorégion, de géorégion, avec différentes tailles. Où forcément une biorégion, quelle que soit sa taille, pourrait s'inscrire dans un périmètre encore plus large, avec quand même une harmonie de plus en plus fine ou de moins en moins, ou de plus en plus large. Nous, dans la recherche que l'on a pu mener avec Guillaume Faburel et donc le mouvement du post-urbain, alors c'est pas moi personnellement, et il faudrait le re-questionner un jour sur l'origine exacte de ces calculs, mais on est parti à partir de la topographie, de la géographie du territoire français, de territoire géographique européen, sur une trentaine de kilomètres de diamètre et sur entre 20 000 et 40 000 habitants. Voilà.
Donc on est très très loin de Cascadia. Et tout à l'heure justement, je me suis noté 2-3 trucs. Non mais parce que j'avais noté ça, parce que moi j'ai ces échelles-là, mais je ne savais pas ce que ça représentait. Et en fait, 30 km de diamètre, si je fais mon pierre au carré, ça fait 700 km². Okay, pour 20 à 40 000 habitants. Donc 707 km² par exemple, hein, mais ça ne veut pas du tout dire que ce que je vais vous présenter est une biorégion, hein, puisque la biorégion doit partir encore une fois des habitants et sortir complètement des frontières actuelles qui sont arbitraires. Voilà. Mais c'est intéressant par ordre de grandeur. Je me suis rendu compte, hein, encore une fois, que et je crois que voilà, si je dis pas de bêtises, la communauté de communes de Pontivy, c'est 719 km², 46 000 habitants. Ça ne veut pas dire que la communauté de communes de Pontivy doit être une biorégion. Donc on a fini, merci. J'ai pas dit ça. Merci d'être venu. Non, mais c'est marrant, parce que je l'avais pas fait. C'est ce que j'ai fait cet après-midi en arrivant ici tôt. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, mais ça ne veut pas du tout dire que c'est une biorégion, hein. Simplement pour vous donner un ordre de grandeur. Et que par rapport au Chiapas zapatiste, qui représente 28 000 km², qui est à peu près la surface de la Bretagne, ou celle de la Belgique, ils ont 12 caracoles, donc les grandes zones dont je vous ai parlé, avec une quarantaine de communes, donc potentiellement une quarantaine de biorégions. Voilà. Donc on a ce type d'ordre de grandeur, il faudrait encore creuser, et ça ne veut pas dire non plus demain qu'une biorégion ne peut pas être plus grande ou plus petite en fonction de la densité de la population sur le territoire donné, parce qu'évidemment, il y a plus de monde à proximité directe, même si pour nous, la métropole ne fait pas partie d'une biorégion, mais il y a des zones et des territoires français qui sont beaucoup plus peuplés, si on prend la Côte d'Azur, que ne le sont les Cévennes ou je sais pas, la fameuse diagonale du vide, qui n'est pas si vide que ça, mais où il y a moins de monde. Donc évidemment, ça dépend de la topographie. Il y a moins de monde quand on grimpe un peu dans la montagne. Et en fonction de la topographie, il faudra affiner ce genre de périmètre. Mais c'était pour donner un ordre de grandeur sur les distances qui pourront être parcourues à pied, à vélo, à cheval, demain aussi, dans un monde moins carboné, voire sans pétrole. Donc c'est intéressant aussi de se poser ces questions-là, parce que et là aussi c'était assez marrant. Alors sans vous redonner les noms, mais si, je vais quand même essayer de le faire. J'ai regardé un peu les 30 km de diamètre, ça correspond pas mal. Non, de Silfiac, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, à Pleugrif-Fête, c'est ça ? Voilà, il y a 45 km. Intéressant. On est un peu au-delà, mais ça peut fonctionner. Et du côté que je connais un peu mieux, Mélionnec, Saint-Gilles-Fligot, Pligo, je sais pas, je connais pas c'est 35 km. Et sur la communauté de communes Roi-Morvan Communauté, entre Gourin et Guéméné-sur-Scorff, 34 km. Donc finalement, aujourd'hui, on a des communautés de communes, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que qui sont assez proches en taille de ce que nous, on avait pu imaginer. Mais ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit, à savoir qu'il ne faut surtout pas calquer les biorégions, parce qu'une biorégion n'est encore une fois pas quelque chose qui a été décidé d'en haut, c'est quelque chose qui est partagé et choisi par les habitantes et les habitants, que l'on peut qualifier encore une fois de réhabitantes et de réhabitants, qui se réapproprient leur territoire et qui décident de refaire communauté en disant ici c'est chez nous, c'est chez moi, de là à là. Et après, c'est chez le voisin. Et les biorégions peuvent fonctionner en confédération, dans un second temps. Et les limites sont plutôt perméables que des frontières fixes. Parce qu'on a toujours cette idée de frontières tracées au cordeau de manière totalement arbitraire, administrative, humaine. Là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus organique, finalement. T'as pas dit là, mais la biorégion, elle serait inscrite dans les frontières planétaires. Donc il faut que dans le périmètre, il y ait les ressources dont la population a besoin de façon soutenable. Donc finalement, si sur tes 30 km de diamètre, tu n'as pas de forêt ou que tu n'as que de la lande, ça ne marche pas. Donc la superficie, elle dépend du nombre de mètres carrés qu'une personne a besoin pour vivre avec ses besoins de base. Ouais. Et en plus de ça, j'imagine que la biorégion, elle n'est pas autonome par rapport à son voisin. On ne cherche pas l'autonomie, on cherche à reprendre ses besoins physiologiques sur le territoire, mais il y a des échanges. Donc il y a forcément plus de choses qui pourraient être produites sur une biorégion
qui serait partagé avec la biorégion d'à côté pour mutualiser de la pêche ou des ressources naturelles. Donc, mais en fait, si, elle est autonome, mais elle n'est pas autarcique. L'autonomie, c'est l'interdépendance. Donc les biorégions sont autonomes, mais interdépendantes. Donc évidemment, il y a une biorégion qui peut être plus riche en bois, plus riche en tissus, plus riche en énergie, plus riche. Enfin, et il va y avoir des échanges entre les biorégions. Mais il y a quand même un principe d'autonomie de chaque biorégion, puisqu'il y a ce principe aussi de subsidiarité et de souveraineté sur l'ensemble des champs qui dépend uniquement du territoire concerné. Voilà. L'autonomie, c'est pas l'indépendance en fait. Peut-être pour continuer à alimenter, parce que dans la deuxième partie, on va réfléchir concrètement avec des cartes. Peut-être, tu n'as pas parlé des... Moi, j'avais un peu cet a priori sur les bassins versants, en fait, là, réfléchir à l'échelle aussi de l'eau, qui est une ressource essentielle. Est-ce que c'est une bonne façon de raisonner quand on veut essayer de mettre des contours? Alors, j'ai entendu pas des frontières, mais en tout cas, de se dire, voilà le périmètre. Est-ce qu'il faut raisonner? Est-ce que ça, c'est un angle aussi intéressant? Est-ce qu'il y en a d'autres qui permettent, quand on va se mettre à jouer avec une carte tout à l'heure, de se poser des questions pertinentes? Alors justement, le bassin versant, c'est sans doute ce qui a aussi fait que Cascadia est aussi grand. C'est qu'à un moment donné, on est parti sur le bassin versant d'un fleuve ou sur le bassin versant. Voilà. Quand on prend le Rhône, si on prend le bassin versant du Rhône, c'est immense. Si on prend le bassin versant de quelques affluents du Rhône, c'est déjà beaucoup plus petit. Enfin voilà, tout dépend du bassin versant que l'on considère. Aujourd'hui, nous, on préfère même ne pas forcément partir d'un bassin versant parce que ça peut être le fond d'une vallée, ça peut être une moyenne montagne. Enfin, ça dépend, encore une fois. Mais il y a forcément de l'eau. Ça nécessairement. Maintenant, c'est pas nécessairement corrélé absolument au bassin versant parce que ça amène quelquefois une idée peut-être trop fermée de la biorégion, de ce que peut être la biorégion à notre sens. Mais c'est vrai qu'au début, il y a eu cette idée par rapport à l'eau, et l'eau est forcément vitale. Et sur le volet culturel, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure là, sur Cascadia et ces exemples un petit peu. Oui, non, mais ça c'était pour. Mais comment finalement, est-ce que le point de départ, ça peut être aussi de commencer à créer, de faire exister dans une culture commune sur un territoire en parallèle du monde qui peine un peu à. Bien sûr, mais c'est la place, mais... quelque part pour reprendre un petit peu cette opposition, c'est finalement faire cohabiter nature et culture, même si voilà, je suis comme Descola, j'aime pas cette séparation, mais c'est forcément il y a un mammifère un animal qui est l'humain, et il a quand même une culture, une histoire, voilà, des traditions, enfin tout ce que vous voulez, et donc nécessairement ça participe aussi à la singularité d'un territoire par rapport à un autre. Donc ça, on peut pas. Voilà. Maintenant, c'est marier à la fois cette dimension culturelle avec, encore une fois, la préoccupation principale que nous devrions toutes et tous avoir, le respect absolu du vivant, parce que sans le vivant, à un moment donné, quelle que soit la température qu'il fait sur Terre, on va pas vivre longtemps. Alors, on peut peut-être aller un peu sur la coopération, avec qui on travaille, parce que justement, là, j'ai l'impression que ce constat de départ là, de cette absolue nécessité de tout revoir en profondeur ici, c'est on est en train de choquer personne en racontant ça. En dehors de cette pièce, c'est pas une évidence. Donc, c'est peut-être parler des alliances, des coopérations. Est-ce qu'il faut travailler avec tout le monde? Est-ce que les habitants qui sont là aussi depuis souvent plus longtemps que certains d'entre nous, mais qui sont attachés à ce territoire avec un regard plutôt illimitiste, croissantiste, peu importe, qui n'ont pas remis. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'on travaille avec eux? Voilà. Alors ça, c'est une question en fait que je me suis posé à l'origine même de la création de l'archipel du vivant. Donc le vivant, vous avez compris, mais l'archipel, c'était cette idée d'interconnecter les initiatives alternatives dans les territoires. Donc moi, dès le début de ma prise de conscience, avant même d'aller en visiter autant que ce que j'ai pu faire les dernières années, je me suis dit, mais voilà, ça semble pulluler un peu partout, ce qui est le cas aujourd'hui, hein, que quand on additionne écolieu, éco-village, un lieu comme la cantine des Halles ici, tout ce qui est recyclerie, ressourcerie, accorderie, monnaie locale, ferme bio, coopérative, intégrale, coopérative, multiples et variées, enfin, il y a énormément aujourd'hui d'initiatives alternatives, mais même sur un territoire donné, et à Mélionnec, voilà, je vois bien que c'est super fort, ne sont pas organisés, structurés dans le cadre d'un projet politique. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne pour organiser, c'est pas une caricature quand je le dis, la fête du village, pour organiser un festival ensemble, mais c'est pas des personnes qui se disent maintenant, on va travailler concrètement pour fonctionner autrement, pour nous passer des institutions locales et
anticiper ce qui n'est anticipé par personne. Et j'ai toujours imaginé qu'on pouvait fonctionner à différentes vitesses ou de manière peut-être officielle sur certains champs, comme le KBT le fait de toute façon aussi, pour reprendre le KBT, et de manière plus underground pour d'autres. Voilà. Mais en tout cas, de commencer avec les convaincus, de commencer avec les fers de lance, de commencer avec les pionniers, les pionnières, celles et ceux qui sont déjà engagés, celles et ceux qui sont déjà convaincus a priori de ce qu'on partage. Et rien n'empêcherait, on en parlait là, le groupe du dimanche, j'ai trouvé ça fabuleux. Mais le groupe du dimanche, ça reste une agora d'échange de bons tuyaux. Si demain, le groupe du dimanche commence à discuter politique, ça change la donne. Et si cette agora commence à prendre un peu de puissance en termes d'effectifs, et puis au fur et à mesure commence à convaincre d'autres personnes, et puis commence à prendre des décisions exactement, alors je ne connais pas, j'y étais pas, mais on s'est documenté dessus, et ils avaient fait partie du premier événement sur le poste urbain des représentants du syndicat de montagne limousine. Ils se sont structurés par cercle en sociocratie au début, et ils ont commencé à couvrir un peu l'ensemble des champs de leur territoire pour devenir autonomes, pour devenir résilients. On pourrait très bien, comme ça, se confier des missions. Le plus dur, je pense, c'est que quand on est sur un projet d'écolieu, quand on est sur un projet de café associatif, d'épicerie solidaire, on est tellement pris par son projet qu'on a du mal à sortir la tête de l'eau, on a du mal à prendre encore une mission de plus, mais on pourrait peut-être dans chacun de ces projets avoir une personne sur une partie de son temps qui se dise maintenant, on le dédie à se refaire société ensemble avec une vraie vision politique. Et il y a toujours cette question qui vient, et nous, dans nos débats au sein du poste urbain, ça a été systématique au début. Ah oui, mais il faut faire avec les élus. Non, on ne fera pas avec les élus. Enfin, cette dichotomie, moi, je pense qu'on ne peut pas faire avec les élus, en fait. On peut faire avec les élus s'ils ne viennent pas avec leur casquette d'élu, mais s'ils viennent avec leur casquette d'élu, même si c'est le maire de Trémargat ou le maire de Millonnec, et je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, il a l'air très sympa, il représente un pouvoir vertical. Voilà. Donc à un moment donné, comme nous impulsons une dynamique de changer de système qui incarne un système alternatif au système actuel, c'est difficile, à mon sens, et a priori antinomique avec le principe même, de fabriquer un autre système. Mais si demain, stratégiquement, il y a des mairies qui sont prises pour, du jour au lendemain, dire on fait autrement, génial. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes les municipalités, et elles se comptent sur les doigts de 2 mains, voire de 4 mains éventuellement, qui en France font parler d'elles sur des démarches participatives, sur des démarches municipalistes et autres, et ce n'est pas forcément le municipalisme tel que Murray Bookchin l'avait envisagé et tel qu'il se pratique au Rojava, ça reste sous couvert du préfet ou de la préfète et de l'État, et on n'en sort pas en fait. Donc à un moment donné, pour réellement s'autoriser évidemment c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire, je ne dis pas, et la question que moi je me suis posée il y a quelque temps aussi, c'est mais est-ce qu'en France on ne vit pas dans un pays trop riche, trop confortable pour prendre les risques qu'ont pris des personnes au Chiapas ou au Rojava, clairement. Mais en même temps, il est déjà trop tard, en fait, pour plein de choses. Donc, soit on se bouge maintenant, soit on se bouge jamais, en fait. Moi, je crois vraiment que l'ensemble des parties prenantes des initiatives alternatives dans des territoires aussi engagés que le Centre-Bretagne, si vraiment, à un moment donné, elles ont envie, ensemble, mais si elles n'ont pas envie, on ne fera pas, et ben, elles pourraient impulser une dynamique. Et c'est exactement l'objectif du MOOC, qu'on a lancé, c'est donner envie à un maximum de personnes engagées dans un maximum de territoires, même si la moitié de la population des 2 premières sessions du MOOC venait finalement des grandes villes. On a donné envie à des personnes de quitter la grande ville, donc ça c'est déjà énorme. Il y a 2 personnes de la première session qui ont quitté leur job, c'est juste incroyable, et il y a 15 personnes qui ont rejoint l'archipel du vivant. Et on va créer une communauté de personnes qui œuvrent à l'échelle de leur territoire, qui essayent des choses pour échanger des tuyaux, pour échanger des bonnes pratiques, échanger ce qu'elles ont eu, le culot ou l'audace plutôt, d'oser faire sur leur territoire. Merci, j'espère que c'est un peu plus clair et on va prendre le temps maintenant de faire tourner le micro, voir un peu quels sont vos... Alors, il y a, je le disais tout à l'heure, la suite, c'est commencer à jouer avec une carte et de se dire, tiens, si on voulait commencer à se poser des questions. Donc peut-être avoir cet angle-là, est-ce que vous vous sentez prêt là quand on va se mettre en sous-groupe, qu'est-ce qui vous manque ou est-ce que Sauf s'il y avait encore des questions, je ne sais pas. Voilà, non mais c'est ça. Ouais. En tout cas, des questions avec peut-être un angle. Il y a toutes les questions qui vous viennent et elles sont à leur place ici. Et je rajoute cet angle-là peut-être en plus, si vous n'avez pas de questions qui
sont venus naturellement. C'est aussi qu'est-ce qui vous permettrait là, de vous sentir à l'aise pour commencer à discuter à 3-4 de par où on commence, c'est quoi les questions qu'on se pose. Sur le dernier sujet que tu abordais, il y a la volonté, il y a l'envie. Je pense qu'il y a plein de personnes ici qui sont dans cette démarche, qui ont envie de faire les choses. Mais moi, le constat que je fais et le ressentiment que j'ai, c'est que on est parfois dans des situations qui permettent pas, en fait. Enfin, c'est-à-dire que, comme tu disais, en fait, si t'es pas forcément avec, mais en tout cas, si tu rentres dans une démarche politique contre les politiques en place, notamment sur des territoires comme une ville, et ben en fait, du jour au lendemain, ton projet, il peut ne plus exister parce qu'ils te foutent dehors, en fait. Et donc, à un moment donné, est-ce que tu décides de faire un travail de fourmi, de sensibilisation des esprits au quotidien, d'essayer de faire bouger des paradigmes et des façons de fonctionner, ou est-ce que tu es dans le frontal perpétuel, et en fait, parce que tu rentres dans le frontal, et ben, en fait, du jour au lendemain, tu peux plus continuer à faire ton travail de fourmi. Moi, c'est une question que je me pose. J'ai passé des années à être militante vénère, et au bout d'un moment, je me suis dit, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Ça pourrait peut-être être plus engagé, plus militant. Ça pourrait être encore plus. Mais derrière, on essaye quelque chose, on le fait à notre échelle. On crée des emplois parce que dans tout ce que tu racontes, il y a plein de choses qui ont l'air géniales, mais comment on fait pour vivre si on quitte notre emploi? Comment on fait pour vivre si on débarque à la campagne mais qu'on n'a pas de permis? Enfin, il y a plein de sujets comme ça qui... moi, je trouve ça hyper intéressant, cette question des biorégions, mais j'ai l'impression que, comme dans beaucoup de situations, on essaye encore une fois, pas forcément de trouver des solutions simples à des problèmes complexes, mais il y a quand même un côté très... on n'a qu'à faire ça, et puis si on faisait ça... Et en fait, c'est pas si simple, quoi. Pardon. Non, mais tu as raison. Rien n'est simple, surtout dans un État comme la France où la répression est ce qu'elle est aujourd'hui et qui peut décourager toute velléité à. Si demain, dans les prochains mois, un territoire prétendument biorégional ou autre faisait autonomie, déclarait son autonomie, je pense que rapidement il serait écrasé comme ça l'a été avec les soulèvements de la Terre ou Notre-Dame-des-Landes ou Bien entendu. Moi, je fais un pari que dans les prochaines années, l'accélération de l'effondrement en cours va se faire de plus en plus sentir, qu'on va avoir des paramètres qui vont échapper aux politiques en place, qui ne pourront pas répondre à tout, et que si on a dans ce même temps plusieurs territoires français qui se soulèvent en même temps, c'est plus pareil. Maintenant, ce sont des paris, hein. Mais à un moment donné, de toute façon, soit on prend quelques risques, soit on n'en prend pas du tout. Moi, je ne dis pas que c'est facile. Vraiment pas facile. Après, au niveau économique, ça c'est intéressant. Parce que moi, j'ai absolument tout déconstruit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde... mais j'ai la chance de faire ce que je fais aussi parce que j'ai un capital, d'accord ? Donc il n'y a pas de... Et je peux en parler sans aucun tabou. Mais je pense qu'au niveau économique pur, si au niveau local, rien que via une monnaie, tu vois, on se met d'accord pour fonctionner autrement, en fait, on peut tout réinventer. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est complètement bloqué par le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et je prends souvent cet exemple d'une personne qui, gilet jaune à l'époque, avait besoin de mettre de l'essence dans son moteur, et le prix de l'essence étant plus important, mais ça n'était qu'un prétexte évidemment, se voyait bloqué. De la même manière que la crise des subprimes aux États-Unis était une crise du pétrole. Hein. Ça, on ne l'a pas dit, mais c'était le premier pic pétrolier sur le pétrole conventionnel. Et donc, les Américains ont préféré mettre de l'argent dans le pétrole pour aller travailler dans leur voiture, plutôt que de rembourser leurs emprunts ou de payer... Mais en tout cas, à un moment donné, le choix entre je rembourse mon emprunt immobilier et je mets de l'argent, du pétrole dans ma voiture, ça a été je mets du pétrole dans ma voiture. Si demain, le gilet jaune qui est obligé, quand je dis gilet jaune, c'est tout un chacun qui a du mal à terminer le mois, hein, peu importe, est obligé de mettre, n'est plus obligé de mettre du pétrole dans sa voiture parce que l'activité qu'il exerce est reconnue avec un revenu universel, avec une autre forme de reconnaissance et de partage monétaire. Mais je ne dis pas que c'est facile, hein, rien n'est facile, mais ça change tout. Ça change tout, en fait. Mais ça, ce n'est pas décidé par une personne. Il faut que ce soit décidé par une collectivité de personnes, comme ça a été le cas de la coopérative intégrale à Barcelone. Il y a plusieurs exemples qui sont allés dans ce sens-là. Et je ne dis pas que c'est simple, vraiment pas. Mais je pense qu'on peut déconstruire un certain nombre de choses à partir du moment où on y croit et on s'en donne les moyens.
Mais c'est évidemment pas simple, parce qu'on a tous des emprunts, des loyers, et le coût de la vie, et tout, bien sûr. Mais si on reste là-dedans, on reste fermé par le système. Moi, je suis assez d'accord avec beaucoup de choses que tu dis. L'analyse, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, en y ayant réfléchi aussi, d'abord, il y a un constat, on ne vit pas dans un pays révolutionnaire. Les gens, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le français, comme beaucoup de gens dans le monde, ils aiment beaucoup la stabilité. Le changement, c'est difficile. Et je ne vois pas tout un tas d'individus là en France se dire nous, on va faire quelque chose qui paraît extrêmement positif et extrêmement intéressant, même réfléchi. Ça me parle. Mais techniquement, voilà, le constat est là. Le français n'est pas révolutionnaire. Remettre les choses qui sont en place, c'est compliqué. Je suis assez d'accord avec l'analyse aussi de l'État-nation qui pose un gros problème effectivement et qui enlève le pouvoir à la fois des territoires et aussi des citoyens qui ne co-construisent pas leur territoire et du coup sont impuissants dans celui-là. Et aussi la question de l'appartenance du territoire et de sa défense en fait qui, à mon sens, n'est plus vraiment là aujourd'hui. Beaucoup de gens sont déracinés, comme moi, comme d'autres ici, on n'est pas du coin et s'approprier un territoire, le considérer comme sien, ça prend du temps, c'est des liens et tout ça. Je voulais dire une autre chose là-dessus. Cet État-nation-là, il dirige beaucoup de choses, effectivement, et il a la main, c'est clair. Nous, on n'est pas révolutionnaires, on va travailler avec ce qui existe. Parce que aussi, il me semble que dans un avenir qui paraît difficile, qui paraît catastrophique, détruire et recommencer, reconstruire, ça prend du temps. Et cette phase-là, c'est une phase extrêmement périlleuse en réalité, où on sait bien comment sont les humains dans des situations de danger, et c'est là que peut se passer le pire, même si on a les meilleures intentions. Et donc du coup, moi, ma réflexion, c'est plutôt de travailler avec les gens qui sont là, même les élus, qui effectivement répondent à des critères dogmatiques de la République, mais ils sont là, il y en a beaucoup qui sont de bonne volonté, on est tous de bonne volonté, et c'est en s'associant ensemble, à mon sens, qu'on va faire avancer le schmilblick, parce que c'est pas en dégommant tout, et dans les décombres qu'on reconstruit à l'heure d'aujourd'hui, d'autant plus que les ressources manquent. Enfin voilà, ça c'est mon raisonnement. Oui, alors sans faire trop long, parce que je pense que vous vouliez passer aussi à la suite, mais merci. J'ai pas dit qu'il fallait tout dégommer. Je pense que avant même de se mettre en opposition frontale, si on travaille comme des petites fourmis, de manière underground, sous les radars, enfin, on peut faire beaucoup de choses aussi pour préparer le terrain. Parce qu'en fait, moi je pense qu'il y a un gros vide absolu sur l'anticipation, sur comment on va préparer ce qui arrive. En fait. Et ça, même sans demain faire sécession, le simple fait qu'on soit quelques-uns, voire un peu plus que quelques-uns, à prendre à bras-le-corps ces sujets-là, qui ne sont pas pris en charge par les élus, mais s'ils s'y intéressent, tant mieux. Et puis si ces élus demain sont prêts parce que le vent tourne et que l'État est en train de s'effondrer, voilà. Enfin, moi, c'est pas la personne en tant que telle, c'est le rôle qu'elle incarne en fait, et l'institution qu'elle représente, que je mets juste en défaut sur cette utopie. Et on pourrait très bien se dire, voilà, maintenant, moi j'ai aussi un peu peur que si on attend les claques, parce que je pense que de toute façon, moi je ne crois pas du tout à un changement massif de la population. Il y a beaucoup de gens qui pensent que passer un certain pourcentage, alors en plus il y a un débat sur le pourcentage et il y en a qui sont ridicules les pourcentages, mais il y aurait une bascule sociétale. Ça, j'y crois pas une seconde, moi. Il y aura pas, et pour les raisons que tu viens d'évoquer, il n'y aura pas de bascule sociétale. Moi, je vois une semaine sur deux mes proches, voilà, ils n'ont pas changé d'un iota depuis que j'ai basculé et tout changé dans ma vie. Donc, il n'y aura pas de bascule sociétale. Mais sinon, on peut préparer le terrain pour qu'au moment où les choses vacillent, on soit prêt sur un certain nombre d'enjeux, un peu plus que si on ne fait rien du tout et qu'on attend juste le crash. Parce que si on attend juste le crash, là, ça va vraiment être chaotique.
Et là, reconstruire après un crash, c'est violent. Donc moi, c'est de l'anticipation en fait. Et au-delà même de l'aspect sécession, politique et autres, ce serait déjà d'anticiper tout ça, parce que ça n'est pas fait, en fait. Et ça peut être réalisé par des personnes comme nous, sans forcément aller jusqu'à, effectivement, tout de suite être en frontal, mais un travail sur le long terme. Et sur le long terme, c'est pas 15 ans, hein. Pour moi, le long terme, c'est 2-3 ans. Mais oui, mais parce qu'on n'a pas le temps, en fait, et que ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Moi, je vous donne je suis en train d'écrire une fiction, là, après avoir écrit des essais. Voilà, j'imagine, je ne le souhaite pas, j'imagine l'arrivée du RN au pouvoir en 2027. Et comme déclic pour peut-être des projets comme celui-là. Et avec un effondrement mondial derrière. En quelques années, 4 ans, 4-5 ans, un effondrement vraiment, parce qu'il a commencé l'effondrement, mais une phase finale de cet effondrement. Mais si on n'a rien préparé avant, voilà. Alors en revanche, si des allumés et des folles et des fous comme nous ont essayé quelque chose, eh ben, ça sera peut-être plus facile d'engager la suite que si on n'a rien prévu. C'est ça en fait, voilà. On aimerait bien vous permettre de discuter en petits groupes après. On arrive au niveau du timing. Alors, est-ce qu'il y a encore peut-être une question brûlante? Quelqu'un qui, si on ne peut pas la poser là, c'est... Et après, j'ai pas toutes les réponses non plus. Et en fait, les réponses, elles appartiennent aux personnes qui ont envie de s'emparer de ça. Il faut le savoir aussi, parce que moi, souvent, je suis bombardé de questions. Moi, je suis comme vous. Hein. Je crois juste en une utopie, quoi. Et je la trouve belle. Et en plus, elle est née dans cette décennie où tous les autres grands courants, écologiques, philosophiques, intéressants, ça a directement inspiré la permaculture. Tu parlais de permaculture. Le biojournalisme a directement inspiré la permaculture. Et c'est proche de l'écophénisme, de l'écologie décoloniale, de l'écologie profonde. Donc voilà, c'est une utopie qui pourrait rassembler toutes ces... Oui, merci. Moi, ma question, elle est beaucoup plus pragmatique. Je voulais savoir, depuis le moment où tu as commencé à explorer le concept de biorégion et à l'essaimer, combien de personnes tu penses avoir touché ? Alors, pendant 4 ans, en fait, on a plus travaillé sur le site d'information et on cherchait le meilleur moyen de transmettre ça. Donc, toute l'année 2022, on a travaillé avec ces séminaires, avec le post-urbain, pour justement définir un appel aux biorégions avec la délimitation, enfin les grands ordres de grandeur que j'ai pu partager tout à l'heure. Et puis, on s'est dit, tiens, cet appel, il fallait déjà qu'il soit lu. Est-ce qu'on allait avoir un service pour soutenir des collectifs qui aimeraient s'emparer de cette utopie ? Finalement, en 2023, on a eu l'idée de proposer une formation en présentiel dans les territoires. Et c'est en 2023 que, voyant qu'on n'arrivait pas à la prester, cette formation, parce que 3-4 territoires étaient intéressés, mais en fonction de mes disponibilités, de leur disponibilité, et puis sur 3-4 jours, il y a des personnes qui ne souhaitaient pas forcément se rendre disponibles sur 3-4 jours parce qu'elles étaient déjà engagées dans leur collectif, dans leurs alternatives, on s'est dit, lançons un MOOC. Voilà. Le MOOC, depuis le début de l'année, il y a eu 2 sessions, et il a touché à chaque fois entre 50 et 80 personnes. C'est difficile sur les 30 dernières de savoir si ces personnes ont vraiment suivi jusqu'au bout le MOOC. Et on avait l'envie d'en faire 4 par an, mais j'ai explosé en vol lors du 2e. Donc moi, j'ai fait un burn-out cette année aussi de 2 mois. Et donc la 3e session aura lieu en janvier. Non, il y a les sessions du MOOC, c'est 9 semaines en ligne. Et chez Damasio, il y aura 1 semaine. Et le MOOC, on va en proposer 2 sessions par an. Mais c'est tout petit et c'est largement pas assez. Mais nous, on est tout petit. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. D'un point de vue très intuitif, combien tu penses qu'il y a de gens qui vont se mettre en action sur cette thématique-là ? De manière intuitive. Moi, j'ai aucun avis sur la question. Moi, je crois au fait que s'il y a des personnes qui font des choses et le font savoir, et donne envie à d'autres. Tu vois, de la même manière, moi c'est c'est aussi un autre fantasme, j'en ai quelques-uns. Si jamais nous on s'est inspiré du Rojava et du Chiapas, si demain d'autres territoires s'inspirent d'un territoire comme le syndicat de la montagne limousine ou de ce qui se fait également dans les Cévennes où il y a une université rurale, ou de ce que nous on transmet dans le MOOC, parce qu'il y a 2 collectifs là lors de la 2e session, un à à l'île de Ré, et un dans les Ardennes, qui, à plusieurs, ont suivi le MOOC et qui ont un projet de biorégion. Quand même intéressant. Ouais.
Mais après, il faut les suivre. Il faut voir si ça donne quelque chose, à quelle échelle ça se développe, enfin, si c'est juste une idée ou si c'est... Voilà. Donc nous, on va essayer d'être attentifs à ça et de voir, et avec cette idée de communauté qu'on va créer avec les personnes qui ont déjà suivi le MOOC. Mais encore une fois, on a une force de frappe qui est réduite. On va essayer, avec nos moyens, de toucher des personnes qui vont peut-être donner envie à d'autres de suivre à leur tour cette utopie. Bah si, un petit peu le mouvement du post-urbain. Avec Guillaume Faburel, on n'a pas co-créé, mais il était associé au MOOC au début, et puis bon, il y a eu un souci. Donc on continue chacun de son côté. Mais eux, c'est plus des échanges théorique, il n'y a pas du coup de mise en pratique. Après, il y a Mathias Rollo qui parle beaucoup de biorégion, puisqu'il a créé Qu'est-ce qu'une biorégion avec Marin Schaffner. Donc il y a plusieurs personnes qui parlent de biorégion. Après, il y a évidemment Agnès Sinaï et Yves Cochet, mais ils ne parlent pas de la même biorégion que nous. Donc, mais Mathias Rollo, je dois échanger en décembre avec lui. Ça reste confidentiel. En fait, on en parle très très peu. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écoféministes, de plus en plus d'écologie coloniale, et tant mieux. Mais le biorégionalisme, même quand il y a un dossier spécial sur Socialterre, un dossier spécial dans... c'est même pas un courant réellement, alors que c'est vraiment l'un des courants les plus visionnaires et qui pourrait permettre l'agrégation de l'ensemble des autres. Et ça, c'est parce qu'il n'est pas clivant et que justement, il se reconnaît dans les autres et qu'il a inspiré ou qu'il s'est inspiré des autres. Et voilà pourquoi j'y crois et parce que je pense qu'il est pertinent pour répondre aux 5 enjeux, réellement. Ouais, je me demandais du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans la conceptualisation, dans la mise en place réellement des projets. Vous en êtes où ? Mais encore une fois, c'est pas à nous de les créer, ces biorégions. Nous, mais nous, avec le MOOC, c'est déjà, comme on le fait, mais de manière, dans le temps imparti ce soir, c'est de donner envie. Et de creuser et de se réunir sur un territoire donné entre personnes qui ont envie d'impulser la dynamique. Après, nous, via la communauté que l'on a commencé à créer, on sera soutien à des collectifs qui ont envie d'aller plus loin. Parce qu'on pourra échanger des pratiques, on pourra travailler sur l'émulation collective. Mais pour l'instant, moi, je vais essayer avec les personnes qui ont envie en Crèze-Braise, mais encore une fois, c'est pas à Jean-Christophe de dire c'est comme ça qu'il faut faire biorégion. En plus, moi, je suis même pas natif, même si, comme tu l'as dit, aujourd'hui, le principe de réhabitation, c'est aussi se réapproprier un lieu de vie, parce que on y habite et qu'on a envie de faire partie de la communauté biotique de ce lieu de vie. Mais encore une fois, c'est pas à moi de dire comment il faut faire, c'est aux personnes qui auront envie de s'en emparer. Nous, on pourra leur donner des outils. Il y a ce mind map, il y a plein d'outils dans le MOOC que l'on partage avec des défis pour cartographier son territoire, pour justement identifier les points forts, les points faibles, pour lister tous les acteurs alternatifs et les mettre sur une carte. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et ça, je pense que même sans aller jusqu'à la sécession, il y a énormément de mini-chantiers qu'on pourrait lancer sur tous les territoires. Et ça sera de toute façon positif et utile pour tout le monde. Merci Jean-Christophe. Merci. J'arrête là pour les questions. Propose que la consigne soit assez souple, c'est-à-dire que l'idée c'est aussi de prolonger, enfin peut-être que ce soit plus facile parfois en petits groupes d'échanger, avec peut-être une attention. Là on avait fait un cercle, mais sur le principe forcément c'est pas équilibré en termes de temps de parole. Là l'objectif c'est qu'en petit groupe chacun aussi ait un petit espace, un petit temps pour s'exprimer. Donc voir ce que ça fait résonner chez vous. La carte est un support, on s'est dit que ça pouvait être rigolo d'avoir cette carte devant vous. L'objectif n'est pas de rendre une carte de la biorégion avec quand est-ce qu'on y va. En tout cas, vous pouvez commencer à jouer avec ça, mais peut-être commencer par faire un petit tour de qu'est-ce que ça évoque chez vous, les questionnements, et qu'on revienne peut-être en clôture avec ça. Nous, on va essayer de lister, on fera intervenir chaque petit groupe sur quels ont été les sujets de débat ou de convergence à chaque table autour de cette question-là. Et puis, on prendra note de tout ça, et puis on terminera là-dessus. Donc voilà, pas de consigne extrêmement claire, si ce n'est peut-être regarder un peu la carte. On a forcément des limites aussi, la carte, parce que la feuille, elle s'arrête. Donc on a un premier biais qui est lié à l'impression. Mais en tout cas, n'hésitez pas à jouer avec. Et puis, encore une fois, moi, c'est important pour moi que chacun puisse exprimer ce que ça fait résonner, là, ce que vous avez pu entendre. Et aussi ceux qui n'ont pas pris le micro, là, parce que je pense que chacun a quelque chose d'intéressant de raconter. Tu voulais... Non, mais oui, je réagis sur la carte parce que c'est super intéressant de partir d'une carte et en même temps, ça peut être un piège. Voilà. Donc, je ne vais pas tout démolir parce que déjà, Bertrand, ça donnait beaucoup de mal. Mais la carte, forcément, vous allez voir le territoire, vous allez vous dire, OK, d'ici à ici. Bon, le fait de... Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire.
faire. Mais on peut aussi partir d'une feuille blanche. En fait, la suite, elle est nulle. Non, du tout. Non, mais les deux sont en parallèle. C'est-à-dire, on peut aussi partir d'une feuille blanche et faire un croquis ou un dessin, sans forcément que ce soit absolument réaliste, de la biorégion rêvée. Voilà. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait ne pas faire l'exercice de ce soir, mais on parle de contre-cartographie aussi. J'ai rencontré une personne qui bossait là-dessus. C'est super intéressant parce que la carte, elle a longtemps été un outil de pouvoir masculin et de pouvoir de cartographe, de géographe, de scientifique, alors qu'aujourd'hui, la contre-cartographie, c'est se réapproprier l'outil de la carte. Donc dézinguer la carte si vous voulez. Cramez-la. En fait, les cartes étaient là pour montrer les ressources du territoire, dire qui a quoi sur le territoire. Et le grand fond de carte, vous pouvez aussi le retourner derrière ces pages blanches. Voilà. Et là, vous pouvez... J'essaie de... On essaye de rebondir. On se donne une quarantaine de minutes. Alors nous, on s'est posé plein de questions. On a commencé par discuter des différents besoins auxquels on devait répondre au sein de la biorégion. Évidemment, nourriture, l'eau. Et on est resté pas mal sur la santé, les soins. Comment est-ce qu'il fallait organiser tout ça. On était autour de la carte et puis on a repensé à ce que tu disais tout à l'heure. On se demandait si c'était vraiment le bon moyen de faire, sachant que plutôt que de décréter quelle était la biorégion, il fallait plutôt aller trouver les envies, enfin ceux qui avaient envie de participer à cette biorégion. Donc il y avait probablement une autre manière que se pencher autour de la carte et on est aussi arrivé à cette conclusion-là. Et puis je crois un point intéressant, c'était que en fait on s'est dit, enfin il y avait une longue discussion sur comment est-ce qu'on fait émerger un système de ce type-là. Et on s'est dit que ça devait partir d'un endroit assez restreint en fait géographiquement, donc un village probablement. Essayer de trouver l'autonomie aux bornes de ce village, donc alimentaire, eau, etc. Encore une fois. Et une fois qu'on avait réussi à créer cette autonomie, essayer de le faire bourgeonner avec des zones tout autour pour avoir quelque chose qui puisse atteindre sa taille optimale au fond. Mais voilà, on s'est dit que partir de vraiment quelque chose de très très local avait probablement plus de chances d'aboutir que de se dire voilà, je vais prendre le cercle là, de 30 km de diamètre et essayer de faire quelque chose qui tienne la route. Et la petite réflexion de la fin, c'était que il y a quelques centaines d'années, on vivait dans des biorégions. Probablement, on s'est dit qu'il y avait une certaine autonomie territoriale qui était existante. On n'avait pas les moyens qu'on avait aujourd'hui, etc. Mais on était dans ce genre d'organisation. On en est parti et puis là, on se demande comment on peut y retourner. Nous, on est parti d'une feuille blanche et on a pris, sur cette feuille blanche, on a mis 3 couleurs. Ouais. On a fait la liste en fait de ce qui existait déjà sur place, de tout ce qui nous semblait déjà pertinent, déjà riche avec des gens qui se motivaient, des choses qui se bougeaient. Voilà, sur le territoire, nos territoires, parce que c'est assez vaste. Et on a fait un peu une liste dans tout ce qui est alimentaire, éducation, lieux alternatifs, prévention, santé, enfin... C'est quoi les modèles qui existent autour de nous et qui sont déjà là, même si ce sont des systèmes, des modèles minoritaires, ils existent déjà et voilà, on peut s'appuyer déjà là-dessus. De là, on s'est dit qu'il y avait des choses à créer, du coup on les a nommées aussi. Mais on s'est dit aussi que c'était déjà des modèles qui étaient préconçus. Nous, on n'avait pas inventé ça en 2 minutes. On s'était dit que ça existait et qu'il fallait juste l'implanter ici. Il fallait trouver des gens qui avaient du temps en fait, pour pouvoir les implanter ici. Voilà, donc si on peut prendre le temps ensemble, c'est cool. Et puis après, on s'est dit comment ça peut se passer parce qu'on s'est dit, en fait, au sein d'un village, ça se fait, mais si on pense le truc à plusieurs villages, on ne peut pas multiplier les lieux comme ça. Et du coup, peut-être qu'au même titre que dans les collèges en milieu rural, il y a l'infirmière scolaire qui tourne de village en village, là, pourrait y avoir du coup un système de santé ou des professionnels de santé, de prévention ou de l'éducation ou de l'alimentaire qui tournent de village en village, 1 jour par semaine, par exemple. Bon, voilà. Et après, sur tout ce qui était plutôt ressources ou énergie, on n'a pas trop creusé. Et j'ai l'impression qu'on a exposé on va y arriver parce qu'on va devoir diminuer notre consommation. Donc voilà, on n'a pas trop... Voilà, pour nous, c'était assez facile. À un moment, ça va... On va y arriver parce qu'on va moins consommer. Donc en fait... La synthèse de tout ce qu'on a dit, c'était pour faire une biorégion, il faut d'abord qu'elle soit composée de bio-humains.
et donc des humains qui sont raccords avec une autodéfinition de leurs besoins. Donc pas des besoins qu'on nous a imposés, genre vivre à 19 degrés, c'est peut-être pas un besoin qui nous va, peut-être qu'à 12 ça fonctionne. Vivre en short en hiver, peut-être ça marche. Je veux dire, on peut avoir des besoins qui nous paraissent difficiles et qui pourtant vont résoudre des problématiques de santé parce que finalement on gère le froid et donc ça se passe bien. Et donc c'est d'abord, et j'ai envie de donner un exemple tout simplement avec l'entreprise. Moi j'ai besoin d'un camion de miscanthus tous les 3 mois et puis un camion de terre tous les 3 mois. On a 800 000 tonnes de terre crue qui est produite en Bretagne tous les ans, donc c'est considéré comme un déchet. Et finalement je finis par connaître les terrassiers, je finis par connaître les terreux, les réseaux de terreux, les réseaux d'agriculteurs bio qui produisent du miscanthus, qui sont du coup forcément dans un rayon de 30 à 40 km, donc c'est le cahier des charges que je me donne. Et puis j'ai encore de la chaux, donc ça vient du sud de la France parce qu'on n'a pas de chaux fournier chez nous. Mais donc c'est qu'au bout d'un moment, on finit en stratège, j'oserais dire, l'humain finit par connaître son propre environnement, et donc c'est pas juste un territoire qui connaît l'environnement des autres territoires ou qui se connaît lui-même, c'est l'humain qui agit au sein de son territoire en connaissant tout ce qui se passe. Mais tout comme vous avez des amis, vous avez des gens qui sont spécialisés, vous avez des amis garagistes, des amis charpentiers, des amis t'es charpentier, et donc en fait vous réussissez à résoudre l'équation de votre propre vie avec votre environnement. Donc vous le faites déjà, on le fait déjà, nous tous. Et ce qu'il faut juste, c'est qu'on arrive à plus le faire, c'est-à-dire d'une manière moins tertiaire, parce qu'on est dans un monde tertiaire, donc on essaye de résoudre le monde, les problèmes du monde avec des PowerPoint, parce que c'est les seules armes qu'on ait aujourd'hui, donc des discours, des micros et des PowerPoint. Mais demain, en fait, je nous encourage tous à faire du chantier, tout simplement, à résoudre les problèmes par le faire, par l'action. Et ça nous aidera à passer d'une société de l'avoir à une société de l'être. Du coup, nous, on ne sait pas si on a été des très bons élèves. On a beaucoup tergiversé, papillonné, fait des discussions croisées. Mais on est quand même parti de la santé en priorité, en se disant que pour l'instant, en l'état actuel de nos vies, on ne pouvait pas se passer de la santé, en l'occurrence aussi de la santé traumatique. Donc on a commencé à vouloir dessiner notre biorégion autour de l'hôpital, en prenant en considération qu'il fallait que l'hôpital évolue, change, avec des maisons de santé qui étaient plus locales, et où du coup on repensait aussi le soin dans ces maisons de santé. Après, on s'est dit qu'il fallait qu'on se déplace, donc on a réfléchi à la distance qu'on pouvait avoir, qu'il fallait repenser les chemins, qu'il ne fallait pas que ce soit des ingénieurs des ponts et chaussées qui dessinent les routes, mais que ce soit nous qui disions « attends, c'est con que je fasse un détour de 8 km pour aller là quand même ». On a essayé de dessiner des fleuves d'eau. Non, mais on peut s'organiser, parce que moi personnellement, je ne suis pas charpentier, mais je pense que si Arthur il fait un pont, il tient. Après, on a commencé à partir sur l'alimentation. On s'est dit, on réquisitionne les terres, on fait des haies bocagères, on fait des jardins-forêts, de la permaculture, et par contre, on continue à manger du bar, de l'huître et de la coquille Saint-Jacques avec nos voisins des biorégions, parce qu'en fait, c'est super bon pour la santé. C'est pour ça qu'on garde des frontières très organiques, comme il disait tout à l'heure, pour justement être très plastique et avoir la possibilité vraiment qu'il y ait des échanges qui fonctionnent. Et on troque, quoi. Voilà, on troque. On n'était pas tous d'accord, hein, voilà, c'était surtout Arthur et moi. On assume. Et voilà, donc d'où les petites flèches vertes qui disent que, comme l'a dit, comme ça a été dit tout à l'heure, on n'est pas en autarcie non plus, quoi. Donc on essaye d'agir. On a dit on a débattu entre le fait de construire pour loger ou de dire on arrête de construire, par contre on réquisitionne les trucs vides et surtout on retape tout ce qui tombe en ruine pour qu'on puisse tous se loger décemment. Et zéro artificialisation nette pour de vrai. Sauf pour construire des habitats, mais on détruit des routes pour le faire. Ah oui, voilà. Sauf si on a détruit des routes, du coup on a le droit d'artificialiser en compensation. Ouais. Enfin voilà, on est parti complètement dans tous les sens. Merci pour effectivement construction, destruction. Les soins, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est essentiel. Effectivement, moi je crois beaucoup, je l'ai dit aux 3 groupes qui se sont penchés sur la question,
au centre de soins holistiques où on réunirait dans une même maison de soins, je ne sais pas comment l'appeler, à la fois les médecines, la médecine moderne, mais aussi les médecines un peu plus traditionnelles, sachant que demain, selon moi, mais je pense que là vous êtes d'accord, on va devoir faire avec beaucoup moins d'énergie, donc moins de technologie et moins de chimie aussi. Donc nécessairement tout ce qui est herboristerie, pharmacopée naturelle, et puis les druides, on est en Bretagne, les chamans, les sorcières, enfin moi j'y crois beaucoup à tout ça. Et je pense que voilà, il va falloir composer autrement et voir autrement la médecine, et la voir aussi de manière beaucoup plus préventive que curative. Donc ça c'est absolument essentiel. Donc pourquoi pas ce maillage effectivement avec une cellule un peu plus grosse au milieu et des cellules plus petites autour. Donc ça me semble être une belle idée. Et sinon, je voulais réagir sur autre chose, mais c'est en train de m'échapper. Attention à trop construire, parce que même on détruit les routes, donc on peut construire encore des habitats. Moi, je pense vraiment qu'il y a des questions qu'on ne s'est pas posées sur même à la fois les habitats réversibles. Il n'y a pas d'emprise au sol, clairement. Sur le fait de retaper ce qui est encore retapable, parce que si ça coûte plus cher de retaper ou même en matériaux à aller chercher, parce que même si je suis entièrement d'accord avec plein de choses que tu dis, tout dépend comment. Alors, je sais que toi tu récupères des choses, mais si on continue d'extraire, c'est destructeur, donc il ne faut pas oublier ça. Et sur l'habitat, moi vraiment, la réquisition de tout ce qui n'est pas habité aujourd'hui, les résidences secondaires, ils auront peut-être plus le temps de venir partant d'effondrement, ou en tout cas ils seront loin et ils n'auront pas les moyens de venir jusqu'ici. Donc à un moment donné, c'est connaître l'existant, savoir combien de personnes peuvent loger dans tout le parc, on va dire, de lits qui existe sur un territoire, voire même, pourquoi pas, demain, revoir le confort évidemment et la surface par habitant, parce que ça c'est des questions qu'on ne pose jamais. Et quand une famille ou un individu isolé vit dans 200 mètres carrés, alors qu'on pourrait peut-être diviser son habitat en 2 ou en 3, alors ça va faire bondir certaines et certains, peut-être pas ici, mais quoique. Moi, réellement, ça ne me pose pas de problème. Et moi, je vis aussi bien dans ma tiny ici de 23 mètres carrés que dans l'appartement que je suis obligé d'avoir à Strasbourg parce que j'ai mon fils et que j'en avais 2 l'an dernier, qui fait 70 mètres carrés. Et je me demande pourquoi j'ai 70 mètres carrés à Strasbourg, quoi. Mais ils voulaient chacun une chambre. Enfin bon, je vous passe les détails. Donc voilà, on peut vivre sur des surfaces plus petites. On peut avoir un autre rapport aussi. On parle de plus en plus de propriété d'usage. Et moi, je crois beaucoup au découplage entre la propriété de sa cellule de vie et la propriété du terrain sur lequel on pose cette cellule de vie. Alors, c'est plus vrai quand on a un habitat léger, mais même, c'est-à-dire que la terre, c'est un commun, en fait. Et donc, on pourrait découpler les deux, et donc être propriétaire de sa cellule de vie, plutôt petite, et avoir un terrain qui, lui, devient un commun. Et a fortiori, la même réflexion pour l'eau, pour la forêt, pour tout, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est des choses que vous voulez débattre ou pas, mais en tout cas, je pense que là-dessus, on n'a pas du tout creusé. On n'a pas du tout, pas ce soir entre nous, mais c'est des questions qui ne sont absolument pas abordées par souci de confort. On ne touche pas à des sujets. La propriété privée, c'est selon moi l'une des lois humaines qui a le plus contribué à la destruction des écosystèmes. On a le droit de faire ce que l'on veut sur son terrain. Et sans oublier que les gentils ou méchants plutôt colons que nos ancêtres ont été sont allés exproprier les personnes et les peuples autochtones qui n'utilisaient pas, les malheureux, leur terrain pour aller y piocher les ressources. Et donc on s'est octroyé le droit de leur prendre leur terre, et derrière, une fois qu'on est propriétaire d'un terrain, on a droit de vie et de mort sur l'ensemble des formes de vie qui habitent sur ce terrain. C'est juste ahurissant quand même. Donc la propriété privée, c'est l'un des trucs que moi je ferais sauter en premier. Voilà, mais bon, c'est mon avis. Merci en tout cas, parce que c'est super intéressant. Enfin, tous les groupes, super chouette. Merci Bertrand et Julien pour l'invitation. Moi, je serais preneur quand même des cartes, parce que même si j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est bien de connaître l'existant aussi, réellement. Et moi, j'avais fait cette approche, parce qu'avant d'être en Bretagne, depuis maintenant 2 ans, j'ai été dans le Périgord vert, dans le parc naturel Périgord Limousin, quand j'étais pas à Strasbourg, puisque j'ai toujours eu ce mode de vie un peu particulier. Et je m'étais aussi, j'avais proposé, ça devait, dans l'idée, parce qu'on a posé cette question tout à l'heure, je sais plus, c'était toi, derrière le pilier, il y avait eu un essai de biorégion pilote dans le Périgord vert. Mais en fait, ça n'a pas pris suffisamment vite. C'est un territoire hyper fertile aussi, que j'ai découvert en étant là-bas, parce que moi j'avais entendu parler de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Ariège,
de la Bretagne, mais je ne connaissais pas du tout le Périgord. Et j'avais cette idée. Et pour faire cette approche, quand on a réfléchi à la biorégion avec le mouvement post-urbain, j'avais comme ça découpé toutes les cartes possibles et imaginables et mappé aussi en partant de la région, du département, du pays, des Comcom, pour voir un peu comment on pouvait approcher un territoire. Donc forcément, il y a une approche cartographique qui peut se faire comme ça, mais il y a aussi essayer d'en sortir. Et en tout cas, personne n'a la recette non plus. Mais de faire ce diagnostic dont j'ai parlé tout à l'heure, les forces et les faiblesses de chaque territoire, et après les contours, est-ce qu'ils partent d'un petit îlot et ça bourgeonne? Super idée. Est-ce qu'on se met d'accord à plusieurs déjà avec un territoire plus large? De toute façon, et c'est ce que j'ai dit au groupe aussi qui travaille avec Bertrand, il y a un moment donné, il faut un groupe pilote en fait. Nécessairement, il y aura des personnes qui vont se dire, bon bah là, on a envie d'initier le mouvement. Et après, il y a des personnes qui vont monter à bord ou pas, quoi. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus se jeter la pierre en se disant « Ah oui, mais est-ce qu'on est légitime pour… » Il faudra de toute façon que des personnes, à un moment donné, décident de se dire… Mais décident, ça ne veut pas dire qu'ils choisiront de manière définitive les limites de la biorégion. Mais au moins, ils impulsent la réflexion sur ce que pourrait être une biorégion à l'endroit où ils vivent, quoi. Quel est leur milieu de vie. Merci.